tirez le son de ce que vous apprenez et arrivez, il faut que vous arriviez à voir que ça ne remet absolument pas en question votre valeur. Mais comme vous êtes identifié à votre mental, comme vous êtes identifié à vos comportements, et si quelqu'un juge vos comportements, c'est insupportable pour vous. Non. Arrêtez de vous croire parfait, vous n'êtes pas parfait. Vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui est parfait, enfin, en tout cas qui s'efforce du matin au soir de ne jamais se tromper. Il y a des gens qui ont tellement peur de faire des erreurs, ils sont... Tout est millimétré, tout est machin, au cordeau, mais ça respire pas. On se détend pas. Vous avez toujours peur de vous dire, pourvu que je fasse pas une connerie, parce que faut pas que vous marchiez de travers, que vous mettiez un peu de saleté. Ouais, t'as vu, la machin. Zen. Et parfois vous êtes comme ça avec les autres. Parce que vous voulez tellement qu'ils soient conformes à vos attentes, vous devenez chiant, quoi. Cool. On se détend, c'est pas grave. On se perfectionne en apprenant. Être perfectionniste, c'est autre chose. C'est Churchill qui disait perfectionnisme s'appelle paralysie. L'adresse commence par la maladresse. Vous n'êtes pas adroit tout de suite. Et en plus, le perfectionniste, comme il refoule tout et qui veut être absolument parfait, il n'apprend rien. Ça peut paraître paradoxal. Il ne vit pas ses expériences. Il a tellement peur, c'est un blindage. Il ne faut pas que je me trompe, il faut que je sois au cordeau, il faut que bien dans les lignes, bien dans les règles. C'est des gens, ils travaillent aux impôts, ces gens-là. Vous devez être dans les règles, bien dans les clous, là, et vous n'avez pas respecté la loi, hop, vous allez par là. C'est épouvantable. Et si vous vivez vos expériences en pleine conscience, vous vous perfectionnez. Vous n'êtes pas parfait, vous vous perfectionnez. Pas la même chose. Vous apprenez de ce que vous vivez, des expériences que vous faites, vous corrigez vos maladresses, petit à petit, à force d'expérience, de regarder. Donc, voilà, vous vous laissez aller à la colère, vous partez dans vos trucs, et regardez ce que ça a donné. Tirez le son de ce que vous avez fait. En disant, bon, effectivement, c'était pas très heureux ce que j'ai fait là. Et après, déjà, la chose à faire, c'est regretter. L'autre, écoute, je suis désolé, je me suis embarqué. Parce que, comme vous, souvent, vous vous sentez tellement coupable de vous être mis en colère, parfois vous finissez même par en vouloir à l'autre, c'est de sa faute si je me suis mis en colère. Incroyable, hein? Bon, il y en a qui s'entendent, j'avoue, ça demande un peu de patience, mais de manière générale, voilà. Donc prenez de la hauteur, regardez en disant, bon, c'était pas très heureux comme comportement, et corrigez. Mais pour que ça ne se produise plus, tirez le son et essayez de voir comment vous pouvez faire autrement. Comment vous pouvez communiquer autrement. Parfois, bien sûr, la fermeté est nécessaire. La fermeté, pas l'agressivité. Vous confondez agresser et s'affirmer. C'est pas la même chose. Vous verrez que dans 90% des cas, il n'y a pas besoin de la colère. De temps en temps, on peut utiliser ce que les bouddhistes appellent le courroux de la compassion. Si quelqu'un exagère, à un moment, vous tapez sur la table. C'est une attitude salutaire. Mais voyez d'abord si ça ne peut pas être traité autrement. Mais il y a l'autre cas où les personnes ont tellement peur de la colère, qu'après ils n'osent plus rien dire. Donc on est dans la communication non violente, on est gentil avec tout le monde, on essaie... Alors je sais que sur le fond c'est pas ça, mais d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils ont mis non violente dans une communication qui est justement où il n'y a pas de violence. Ils auraient dû appeler ça communication paisible. Pourquoi ils ont appelé ça non violent? Il y a déjà le mot violent dans la communication. Ou communication créative, ou voilà. Communication bienveillante. Mais après, avec l'attention, vous voyez la colère qui arrive, vous dites, ah, on ne va pas aller par là. Et puis petit à petit, vous arrivez de plus en plus à désamorcer.
les gens sont tellement identifiés à leur comportement qu'effectivement, elles deviennent impossibles pour les autres. Mais en fait, ce sont les premières à souffrir de leur comportement, puisqu'elles créent le désert autour d'elles. Puis personne ne veut aller vers elles. Elles sont, comme disait, c'était un sage tibétain qui disait, vous êtes comme des porcs épics. Vous ne laissez pas les gens vous approcher, vous avez tellement peur d'être blessé, tellement peur. Et en fait, c'est une protection, c'est un mécanisme de défense, on le sait très bien. C'est des gens qui sont en grande souffrance. Mais quand vous devez vivre au quotidien avec elles, c'est compliqué. Donc, et peut-être que, justement, si vous avez ce type de personnes dans votre entourage, c'est peut-être pas par hasard. Donc, et ça vous donne... C'est pour ça que ce qu'on ne comprend pas dans l'enseignement, quand on entend parfois des traditions qui disent « aimez vos ennemis », c'est pas de subir les gens, c'est pas de subir nos ennemis, c'est de partir sur cette base que cette personne, justement, puisqu'elle est comme ça, elle est dans cette attitude destructrice, etc., c'est parce qu'elle est aux prises, elle est sous l'emprise de ces obscurcissements mentaux. C'est pas directement dirigé contre vous, mais elle est tellement, justement, vous prenez l'exemple d'Hitler, qui a massacré des gens en masse, parce qu'il était tellement dans sa logique de vie. S'il avait pu avoir à un moment une prise de conscience, en réalisant à ce moment-là qu'est-ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il était tellement embarqué là-dedans, pour lui c'était impossible de regarder ce qui lui arrivait. Mais complètement. Et tout ça, ce sont des blessures. C'est pour ça que quand vous souhaitez du bonheur à quelqu'un, fût-il votre ennemi ou la personne que vous détestez le plus au monde, il faut bien séparer les choses entre vos sentiments personnels, ce que vous ressentez, et qui peut être parfaitement compréhensible, mais la question n'est pas là. C'est est-ce que, justement, si moi, de mon côté, je nourris des sentiments négatifs aussi, est-ce que ça va améliorer la situation? Bien sûr que non. Si, au contraire, j'essaie de prendre suffisamment de hauteur et de me dire, et de penser à cette personne, justement par le fait qu'elle est aux prises avec ses obscurcissements mentaux, et l'amour et la compassion, c'est ça, puisse-t-elle se libérer de ce qui l'a conduit à avoir ce genre de comportement. Donc c'est pas une attitude où vous allez subir, c'est tout le contraire. Et ça vous aide justement à faire la distinction entre la personne et ses comportements. Elle est complètement aveuglée, complètement prise dans ces obscurcissements mentaux. Tout ce que vous avez pu vivre et subir dans votre enfance, qui peut-être encore vous colle à la peau, eh bien c'est comme ça que vous pouvez en guérir. C'est en reconnaissant que les autres l'ont pas fait. Ils ont simplement projeté sur vous. Ils ont projeté leur perception de la réalité. Vous étiez juste l'écran sur lequel ils l'ont projeté. Et dégagez-vous de ça, vous n'êtes pas des victimes. Alors bien sûr, vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'est arrivé, etc. On s'en fout. C'est pas le problème. Débarrassez-vous-en, passez à autre chose. Il faut que vous puissiez vous libérer. Vous avez une vie à vivre. Ne vous la gâchez pas avec ce genre de choses. Moi j'avais une question pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, justement entre la colère et ne plus rien dire. Moi aujourd'hui c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est soit j'explose, soit je dis rien en fait. Et quand tu dis rien trop longtemps, ça explose. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est soit on se fait du mal à nous, soit on fait du mal à l'autre. Le but c'est d'arriver à ne pas en arriver là en fait. Ouais. C'est de voir qu'est-ce qui te met tellement en colère et comment tu peux peut-être essayer de l'exprimer autrement. Parce qu'en fait moi j'ai peur de ne pas trouver les mots pour justement calmer la situation, arriver à faire passer mon message. J'arrive pas à trouver les mots, donc du coup je me sens un peu sans rien quoi. Alors ce que tu peux faire, c'est te mettre à part quand tu es aux prises à ce genre de choses, d'essayer d'oublier la personne avec qui tu as ces mots et par exemple, tu prends un morceau de papier puis tu écris ce que tu aimerais vraiment lui dire. Là, mais il faut faire appel au cœur, hein, pas à ce moment-là, même voilà, ça réveille des choses et tu l'exprimes d'abord par écrit. Et tu dis, voilà, tu oublies, tu mets momentanément de côté la personne et tu laisses aller à écrire ce que tu aimerais vraiment lui dire, ce qui se cache derrière la colère, ce que tu as vraiment envie de lui dire. Après, ça va t'aider justement à voir, parce que derrière la colère se cache beaucoup de choses. Souvent, c'est la peur et la tristesse. Parce que la colère, c'est un bouclier, en fait,
qui masque nos peurs ou notre tristesse. On a été touché, on a été... et on ne veut pas l'exprimer. Donc c'est vraiment d'exprimer ce qui vous touche vraiment. Vous le mettez sur papier, ça va vous permettre de l'avoir devant vous. Et ensuite, vous allez pouvoir plus clairement communiquer avec l'autre. Et l'autre aspect, c'est si vous avez vraiment beaucoup de colère, vous êtes traversé par la colère, alors soit aller faire un tour, essayez de vous remettre dans le concret, et surtout, laissez la colère s'évacuer. Et je vous recommande, vous vous allongez, vous respirez profondément par le ventre, et vous vous laissez traverser par tout ce que ça réveille en vous. Et regardez ce que ça réveille en vous. Et laissez-vous simplement traverser, évacuer tout ça. Et une fois que vous avez retrouvé votre calme, là, vous pouvez prendre le temps de méditer, de réfléchir sur la manière de communiquer avec l'autre en lui disant « Écoute, ce que tu as dit là, ça m'a peiné, ça me fait de la peine. » Et voilà, ça vous évite d'être dans la colère. Parce qu'en fait, il faut que vous puissiez exprimer réellement ce que vous ressentez. La colère, c'est l'étape après. Mais il y a eu une étape avant. Il y a quelque chose qui vous a touché. Et c'est ça qui a réveillé la colère. Oui. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui cache la tristesse. Parce que moi, là, dernièrement, quand je médite, pas tout le temps, mais souvent, ça m'arrive d'être invadée par une tristesse que je ne sais pas d'où ça vient. Et j'arrive pas du tout à... Alors, il faut encore et encore répéter, et à un moment, se laisser traverser. Quelles que soient les émotions que vous vivez, d'ailleurs positives, négatives, peu importe, laissez-vous simplement traverser et à un moment, vous pouvez éventuellement voir ce qu'il y a derrière. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ça dépend de chacun. Oui, bah oui. Ouais. J'arrive pas à dépasser cette phase depuis pas mal de temps. Bon, on va s'en occuper alors. C'est juste une tristesse. D'accord, ok. Qui en plus n'a pas de raison d'être. Alors, ce que tu peux faire en attendant, c'est pratiquer son contraire. C'est quoi le contraire de la tristesse? Enfin, la joie. La joie, ben voilà. Pratique la joie. Réveille tout ce qui suscite de la joie en toi. Et par contraste, ça va t'aider justement à clairement identifier d'où vient cette tristesse. Parce que quand vous pratiquez les antidotes, c'est beaucoup plus profond que ça aussi. C'est pas juste un antidote, c'est-à-dire que où vous allez susciter l'amour, la compassion, etc. Mais ça va mettre par contraste davantage en lumière justement vos blessures et vos souffrances. Évidemment, si vous pratiquez de manière authentique, sincère. Et plus vous allez, ce qu'il faut savoir, parce que plus vous éveillez le positif, plus le négatif, lui aussi, va se manifester. C'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais je suis plein de compassion, je pratique la compassion, puis après, c'est le désastre. C'est encore pire, c'est épouvantable, je suis plein d'émotions négatives. » C'est très bien. C'est très bien, parce que vous avez mis de la lumière. Maintenant, vous voyez la merde dans laquelle vous étiez. Donc, c'est normal. C'est normal. Donc, vous ne laissez pas effrayer par ça. Quand on voit tous ces enfants avec leur colère, c'est vrai qu'ils viennent de milieux beaucoup défavorisés, est-ce que nous, parce que moi c'est ce que je vois, est-ce que notre simple attitude quand on a entrepris une démarche personnelle suffit justement Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que on leur donne un repère totalement différent. Donc c'est énorme déjà. Il faut savoir que, encore une fois, je le répète, mais si vous voulez vraiment aider les autres, c'est vraiment de réaliser votre propre bonheur. Si vous voulez aimer les autres encore plus, aimez-vous. Aimez-vous vous-même. Ayez de l'amour en vous-même, pour vous-même, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand vous vous aimez la vie que vous incarnez. Bien sûr, vous pouvez avoir des comportements un peu bizarres, vous pouvez être un peu bancal, vous pouvez faire des conneries comme tout le monde, personne n'est parfait. Mais aimez la vie que vous manifestez, que vous incarnez. Dites-vous que cette vie vous a été donnée, vous devez en prendre soin, prenez-en soin. Et vous en serez le premier bénéficiaire, en vous disant aussi que tout l'amour que je me donne, c'est l'amour que je vais pouvoir donner aux autres. Je ne peux pas donner aux autres ce que je ne conçois pas pour moi-même. Si je ne conçois pas de recevoir de l'amour, comment je peux en donner aux autres de manière authentique, je parle. Bien sûr, vous avez les données probablement de l'amour. Mais oui, si vous y croyez pas, comment l'autre il va pouvoir y croire dans ce que vous allez lui donner? Si vous dites je ne mérite pas de recevoir,
Et je ne vois pas pourquoi l'autre, dans ce cas-là, mérite plus que vous. Il y a un truc qui est bancal là-dedans, ça ne marche pas. Il faut que vous arriviez à reconnaître votre valeur, votre propre valeur, intrinsèquement. Et quand vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez la valeur de la vie. Vous aimez la vie. Mais des fois, quand on a moins de valeur, quand on a l'impression qu'on a moins de valeur, on donne aux autres, justement, parce que c'est plus facile. Ouais, mais c'est un leurre, en fait. Moi, je suis infirmière et c'est facile de donner, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir de la valeur. Ouais. Ça n'est pas très compliqué de donner de l'amour aux autres. Enfin, je trouve que c'est De l'affection, mais là je parle d'amour. Ouais, moi, je trouve que C'est encore compassion d'autres envers les niveaux. autres, mais envers moi-même, non. Mais ce sera encore plus puissant. Pourquoi tu devrais, et justement, tu devrais faire cet exercice. Imagine-toi à la place des gens dont tu t'occupes. Et tu te donnes de l'amour. Oh, on va s'occuper de ça, vous inquiétez pas. Vous allez tous arroser. Vous êtes déjà arrosés, hein, d'ailleurs. Parce que je vois, depuis ce matin, ça bouge. Hein. La vie que j'incarne, c'est la même vie qu'incarne l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle devrait être plus méritante que la vie que j'incarne? C'est pas logique. Pourquoi est-ce que votre vie devrait avoir moins de valeur que celle à qui vous donnez? Elle est tout aussi précieuse et elle a autant de valeur. Donc si vous ne reconnaissez pas fondamentalement votre valeur, comment vous pouvez reconnaître? Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre façon de donner. Est-ce que quand vous donnez, c'est si pur que ça, si authentique que ça? Est-ce que ça masque pas parfois justement, est-ce que vous vous fuyez pas vous-même en faisant ça, en donnant toujours, sans vous respecter? Il y en a qui vont donner jusqu'à épuisement, mais vous ne vous respectez pas à ce moment-là. Donc vous êtes en train de donner une information à l'autre qu'on ne doit pas se respecter quand on donne. C'est épouvantable. Respectez-vous. Moi aussi, je donne tout le temps, mais je me respecte. Sinon, vous ne vous tenez pas sur la durée, en plus. Hein. C'est comme ça que vous finissez par faire un burn-out. Donner, recevoir, même chose. Donc si vous n'arrivez pas à recevoir, vous avez un problème avec le don, en réalité. La première personne dont vous devez prendre soin, parce que c'est la personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est vous. Ah, j'ai fréquenté Shimon Rinpoche pendant 15 ans, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Parce que sa présence me nourrissait, c'était une lumière pour moi. Et j'y revenais, tout le temps. C'était pas une dépendance. Ça n'a rien à voir avec une drogue. Je me nourris parce que ça m'a rempli et c'est tout ce que je peux donner aujourd'hui. Non, c'est pas une dépendance. Il sera encore là, j'irai encore le voir. Parce que si vous trouvez un bon restaurant dans lequel vous mangez bien, bah vous y retournez. Donnez-vous ce plaisir. Si vous êtes bien avec une personne ou dans un endroit, dans un lieu, je ne parle pas forcément de moi, vous pouvez aller ailleurs, c'est pas, j'ai pas ce genre de soucis, j'ai pas d'orgueil de ce côté-là, mais voilà, eh bien, faites-vous plaisir, abreuvez-vous. Moi, ce que j'ai trouvé toujours extraordinaire chez Manzi Rinpoche, c'est vraiment la personne avec qui je me suis vraiment profondément senti respecté, parce qu'il m'aimait pour ce que j'étais, tel que j'étais. Il n'essayait pas de me changer, il n'essayait pas de me transformer, il n'essayait pas de me dire d'être autrement. Je venais, il était toujours égal à lui-même, toujours pareil, à m'accueillir. Et Dieu sait si je me suis vraiment conduit comme un imbécile plus d'une fois avec lui, mais il était toujours là pour moi. Je trouvais ça extraordinaire. Il était sans attente à mon égard, il était capable de me recadrer aussi, il savait ce qu'il fallait faire. Et il me posait toujours les bonnes questions, celles qui vous renvoient à vous-même. Les genres de questions, on se sent un petit peu couillon, quoi. Et voilà. Et donc, maintenant,
je transmets, c'est tout, c'est le fruit de tout ce que j'ai reçu de tous ces grands maîtres qui ont été des êtres absolument exquis et vraiment délicieux, et dont moi je me suis nourri. Et à un moment, on se rend compte qu'on ne garde pas ça pour soi. Je dis, s'il y a plus de monde dans le... Je fais ça parce que je me dis, ça peut vous paraître naïf, mais j'ai vu dans ma vie personnelle mes parents tellement souffrir. Moi, ils ont été vraiment le premier modèle, parce que c'était le modèle à surtout pas suivre. Et ils ont tellement gâché leur vie et tout, je me suis dit, c'est pas ça. Donc vraiment, ma quête, c'était la quête du bonheur. Et je me suis mis à rêver d'un monde vraiment plus heureux, un monde meilleur, où les gens soient en paix, soient en harmonie, etc. Et je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est de le créer soi-même. Et en fait, je ne suis pas du tout thérapeute. Si vous avez besoin de thérapie, allez voir un thérapeute, parce que moi, c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon trip. J'ai juste envie de vous montrer qu'on peut être heureux. Et donc je crée cet univers, et moi je me prends un pied aussi avec vous dans ces retraites. Je me fais plaisir, autant que vous pouvez avoir du plaisir si vous en avez. Donc je crée l'univers dans lequel j'ai envie d'être. Et je me régale. Et comme disait Mathieu Ricard, c'est comme si on part faire un pique-nique ensemble et on partage ce qu'on a dans sa besace. Et tout le monde en bénéficie. Et c'est pour ça qu'on a des projets aussi avec Village Altruiste, parce qu'à force de faire des retraites, les gens nous disent « on se sent tellement bien ici, on ne peut pas vivre ça en permanence ». Voilà. On s'est dit tiens, on va créer un village. Donc on est sur le projet d'un village où on va vivre ça tout le temps. Donc on sera en vacances toute l'année. Parce que je me dis, puisque c'est possible, puisque j'ai pu le faire, puisque on arrive maintenant, on s'est étendu, maintenant qu'on est un groupe, et on arrive à faire ces choses-là, je me suis dit, c'est possible à un plus large niveau. Et l'idée de Village Altruiste, c'est de montrer qu'on peut bien vivre ensemble, si on est capable justement de mettre son ego dans sa poche, de bien vivre ensemble et de créer cette harmonie à laquelle on aspire tous, puisqu'on aspire tous au bonheur. Alors pourquoi pas le créer, justement, tout simplement ?